Bienvenue à tous les trois. Alors, j'aimerais tout d'abord donner la parole à Jean-François Porte. Avec Edgar Opticien, vous êtes la plus ancienne entreprise à mission dans le monde de l'optique. La première, ça c'est vous qui le dites, non? Non, c'est vrai. La première. Donc une entreprise à mission. Oui. Je le rappelle rapidement, entreprise en mission, c'est qu'il y a des engagements sociaux et environnementaux. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à le devenir? Alors, à titre personnel, j'ai envie de faire des choses pour les autres. Petite satisfaction. La société qui change aussi. Je regrette que tous les étudiants viennent de partir parce que j'avais des messages et je pense qu'on aurait pu avoir de vrais échanges. Il reste encore deux, regardez. Il en reste deux, bravo. Les collaborateurs qui m'ont poussé un peu à changer. Et puis un échec assez cuisant avec l'université de Tours où je voulais monter un gros dépistage auprès des étudiants. Et puis, ça n'a pas donné suite et ça m'a un peu agacé. Vous avez eu envie un peu de baisser les bras après ça, quand même. Oui, et puis surtout, là, les injonctions de faire tout le temps, on nous dit il faut faire. Et puis moi, j'ai envie de faire. Et puis, j'ai eu cet échec assez important en 2018. 2019, loi Pacte du président Macron qui permet de faire l'entreprise à mission. 2020, je m'engage. 2021, je suis entreprise à mission. Et qu'est-ce qu'une entreprise à mission? C'est qu'on doit... c'est assez facile pour y être. Il faut travailler un peu en interne, mais il faut inscrire ses statuts, sa raison d'être dans les statuts et ses missions d'entreprise. Donc nous, on a 3 missions d'entreprise et ils sont inscrits dans nos statuts, déposés. Et après, tous les 2 ans, on est audité. Voilà. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'en fait, ça change le rapport avec tous ces jeunes qui étaient dans les pièces aujourd'hui, dans la pièce ce soir, là, où je regrette qu'ils soient partis. C'est qu'aujourd'hui, un jeune, quand il rentre dans une entreprise, il en attente. Il en attente de qu'est-ce qu'on fait pour lui? Parce que ce n'est pas fini que lorsque vous terminez vos études, c'est que fait l'entreprise continue de faire pour la formation, l'accompagnement des jeunes. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise pour l'environnement et le monde, en fait. Et alors, ça paraît un peu banal quand je dis ça, mais depuis ce matin, on parle beaucoup d'environnement. Je rappelle que dans RSE, c'est pas environnement, le E, c'est pas environnement, hein, c'est entreprise. Et dans la RSE, il y a aussi tout ce qui est social. Je suis désolée, là, c'est quand même environnement la conférence. Je sais, mais moi, alors voilà, c'est ça. Mais on pourra en parler parce que moi, du coup, j'ai mis de côté parce que c'est très dur de vouloir en faire. C'est pas compatible quand on est sur les questions sociales. C'est pas du tout. C'est pas une question de compatibilité. C'est que moi, je voulais engager mon entreprise fortement. Et tout doucement, c'est ça que propose aussi. Alors, je crois que monsieur va nous parler de différents labels qui existent en France. Entreprise à mission, c'est quelque chose d'assez simple et qui permet aussi à une entreprise de démarrer doucement. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec des petits engagements et au fur et à mesure les monter. Et tous les 2 ans, on est audité, qui est public, un audit public qui est en ligne sur Google. Et ça nous permet de nous engager de plus en plus. Voilà. Mathilde Grelzamer, vous avez mis pour le coup plusieurs gestes pour l'environnement dans votre magasin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bonjour. Oui, donc moi j'ai un magasin indépendant depuis 11 ans, labellisé depuis 3 ans Optic for Good. On a mis en place plusieurs gestes. Ça va des petits gestes tout simples, par exemple la feuille qu'on a dû tous imprimer pour être ici. Pensez à la recycler ce soir et non pas l'acheter à la poubelle en fait. Donc c'est des petits gestes du quotidien que tout le monde, je pense, peut faire, que le gouvernement, il y a une liste non exhaustive sur les petits gestes à mettre en place. Après, purement sur l'optique, on en parlait tout à l'heure, il va y avoir le bac en circuit fermé de recyclage de l'eau. Ça, c'est quand même un geste qu'on peut un peu faire moyennant un petit peu d'argent, mais en fait, à côté de ça, c'est une économie d'argent au quotidien. Donc, ce n'est pas un si gros effort budgétaire. On en parlait, la transition écologique, ça a un coût. Oui, mais au final, mis bout à bout, peut-être qu'on peut réussir à faire des économies, en fait. Dans les petits gestes Dans les petits gestes, il y a notamment, je crois que vous avez mis des petits stickers, c'est ça, au-dessus de l'évier pour rappeler. Enfin, c'est des petits mémos. Je l'ai pris là. Ouais, je veux bien, merci. Oui, c'est un petit sticker pour les porteurs des lentilles, en fait, pour qu'ils sachent un petit peu comment recycler les emballages. C'est tout bête, c'est vraiment anodin. Mais sur le recyclage, c'est tellement complexe et en plus, ça peut dépendre aussi des villes. Mais déjà, pour expliquer les bases du recyclage des packaging de lentilles, pas que la boîte en
en carton, parce que ça, je pense qu'on sait tous faire, mais l'opercule, les lentilles en elles-mêmes, bon nombre les jettent encore dans l'évier, mon mari le premier, hein, ce qui m'horripile, mais voilà, arrêter tous ces gestes un peu catastrophiques pour la planète. Alors ici, autour de la table, on a une entreprise à mission, on a une entreprise labellisée Optic for Good. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut faire un point justement sur les différentes certifications qui... Alors, des certifications, il y en a plein. Chez Groupol, dont je suis le directeur financier, nous avions choisi dès 2022 d'être labellisé enseigne responsable. Et donc en 2023, ça veut dire quoi, enseigne responsable ? C'est-à-dire qu'on suit en fait les préceptes de la RSE, c'est-à-dire les 7 points forts de la RSE, dans lesquels il y a une page environnement. Et en 2023, nous avons donc été labellisés pour la première fois. Nous avons renouvelé notre labellisation ici en 2024. Voilà. C'est une démarche qui est une démarche, j'ai envie de dire, un peu peut-être comme Jean-François, qui est d'abord une démarche interne de notre actionnaire, mais qui finalement a trouvé un écho tellement important au sein des collaborateurs que finalement maintenant elle se meut toute seule de l'intérieur. Et justement, j'allais vous poser la question, ça change quoi concrètement à part donner bonne conscience ? Alors, ça ne sert pas à donner bonne conscience. Une certification, une labellisation, c'est d'abord une démarche introspective. Et on se demande qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard de mieux. C'est aussi derrière mettre en place un plan d'action pour s'améliorer au quotidien et améliorer les pratiques de l'entreprise. Et nous, on est une centrale d'achat. Et comme disait tout à l'heure Cyr, on va là où on regarde. Et ce qu'on espère chez nous, c'est que Groupol regarde dans une direction et que les opticiens, par la suite, pourront nous suivre dans notre démarche. Parce qu'il y a un problème, on l'a dit tout à l'heure, il y a, sur une des conférences, monsieur nous a rappelé, la règle d'une entreprise. À quoi sert une entreprise de produire... Ah non, attendez, on va prendre un autre micro. Au-delà de pouvoir faire des profits aussi, l'entreprise, je pense que moi, alors à titre perso, et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'entreprise à mission, c'est qu'une entreprise a aussi un rôle social dans la société, envers certaines populations, mais un rôle dans sa ville aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas, nous, être simplement des commerçants qui arrivons, qui ouvrons le magasin le matin, s'occupons. On a aussi des choses à faire dans nos villes. On a aussi des choses à faire pour notre prochain, et ça nous permet d'aller vers ça. Il n'y a pas que l'environnement dans la RSE, je redis, il y a aussi le côté volet sociétal, important, social, d'aller donner du temps aux autres et d'aller aider des populations qui ne peuvent pas s'équiper, etc. Donc ça, c'est très important aussi. On n'a pas que faire du profit, on a aussi donné du temps dans la ville et ces jeunes qui étaient parmi nous, dommage qu'ils sont partis, et s'occuper d'eux aussi. Pour notre avenir, c'est nos futurs confrères. Alors justement, cette question de la responsabilité de l'entreprise sur les questions environnementales, sociales, ça peut être une petite pression aussi qu'on se met, mais comment, une fois qu'on le met en place, comment on fait pour justement le valoriser, ça ? Parce que c'était aussi le sujet de notre conférence, de se dire j'agis pour ma ville, j'agis en tout cas déjà avant pour les personnes qui viennent dans mon magasin, comment on valorise ça ? Mathilde Grelzamer. Alors, je pense pas. Déjà, le valoriser, nous, on va en parler en fait au quotidien aux clients, mais c'est pas forcément pour le valoriser, c'est simplement notre démarche en fait. On partager comme ça. Ouais, et on fonctionne comme ça. C'est notre façon de fonctionner et on va la véhiculer, on va la transmettre. Elle fait écho ou pas chez la personne. En fait, c'est pas bien grave. Par contre, si là, ça fait écho et si la personne veut savoir comment on fonctionne vraiment, pourquoi on choisit tel ou tel fournisseur, là, ça va créer un échange et c'est là où ça va être intéressant, en fait, d'échanger sur nos produits. Par exemple, nous, en magasin, tous les produits sont marqués, la traçabilité est claire, précise. C'est pas une demande du client. C'est juste nous, on en parlait tout à l'heure, à la question de la transparence. Mais c'est tellement important et c'est justement ce qu'on veut véhiculer. Personnellement, dans le magasin, avec mes collègues, c'est ce qu'on veut véhiculer, la transparence. Pour moi, c'est le mot de la journée, mais c'est tellement important. J'ajouterais que la communication, interne, externe, mais pas forcément vis-à-vis de vos clients, mais aussi de nos collaborateurs, parce que c'est eux qui vont aussi, dans une certaine mesure, communiquer l'état d'esprit de l'opticien, son engagement, et c'est en ça que c'est important, cette communication, j'ai envie de dire, dans tous les sens, 360 degrés. Pour
revenir sur la labellisation ou les certifications, c'est pas si important que ça de se labelliser ou de trouver une certification, mais elle permet de renforcer l'engagement que l'on peut avoir, que l'opticien peut avoir, et le transmettre aussi à ses clients et à ses collaborateurs. Et de crédibiliser aussi. Exactement, c'est une grosse phase de labellisation. Je vais mettre un bémol, si je peux me permettre ce que tu dis. Je pense que c'est quand même important de s'engager sur un choix à faire dans la boîte. Parce que si on ne fait rien, un moment, quand on se retrouve face à des échecs, d'un coup, il n'y a plus rien. Que là, quand on s'engage sur un chemin, que ce soit entreprise à mission... Dans le sens où il ne faut pas s'éparpiller, non ? Dans quel sens ? Non, dans le sens, je pense que s'engager dans un endroit, c'est important parce que ça nous permet de garder le cap. Et de ne pas lâcher en cours de route en se disant... Parce que ce n'est pas toujours facile de faire des choses. On baisse vite les bras. Moi, aujourd'hui, je fais beaucoup d'actions en lien avec le Secours populaire, Secours catholique, Restos du Cœur. Travailler avec ces associations-là, c'est dur. Ça prend beaucoup de temps. Elles sont assez compliquées à gérer parce qu'elles sont débordées. Donc, vite fait, si tu es dirigeant et qu'en fait, tu as envie de t'engager puis que les échecs arrivent, tu lâches l'affaire. D'où l'intérêt de se certifier. C'est ce que je dis. Voilà, en fait, je trouve que c'est important quand même pour un dirigeant et pour sa boîte aussi, mais d'aller sur un chemin et ça permet de nous y tenir et de garder le cap et se dire c'est bon, j'y vais, je suis engagé à faire des choses. Voilà, en tout cas, c'est ma vision. Ouais, je suis en fait d'accord avec toi. Cette certification, il faut qu'elle aille dans le sens de l'engagement de l'opticien. Si elle ne correspond pas tout à fait à l'engagement de l'opticien, à un moment, il va un petit peu arrêter. Il faut vraiment que cette certification, il la choisisse en fonction de l'engagement de ce qu'il a envie de transmettre. C'est en ça que la certification, elle est super importante et super utile. Justement, comment on l'a choisie, cette certification, celle qui va nous correspondre ? Alors, pour parler justement du label Optic for Good, il y a un audit tous les 3 ans, là je viens de le refaire, et c'est ça qui est bien aussi dans les labels, c'est que ça nous donne un plan d'action. À chaque fois, en fait, dans les audits, on va nous dire là, peut-être, attention, il y a peut-être ça à faire. Ça nous donne en fait des pistes d'amélioration. Et c'est pour ça, en soi, qu'on se disait, tout à l'heure, on en parlait, que le label, il n'est pas important en soi. C'est juste que, oui, c'est bien de l'avoir, mais ça nous donne en fait matière encore à progresser et à avancer sur ce chemin-là. Et en 3 ans, alors, qu'est-ce que vous avez changé à chaque audit ? Qu'est-ce qui ça vous a permis d'améliorer ? Je n'ai pas encore eu le retour de Julien. Alors, l'année dernière, qu'est-ce qui a évolué ? Parce que ça fait 3 ans que... Ouais. Et vous avez vu une réelle évolution justement dans votre magasin où vous avez eu des pistes et vous dire tiens, effectivement, ça, vous étiez déjà une très bonne élève et il y a toujours des pistes d'amélioration. Il y a eu le circuit fermé qui a été mis en place. Bon, ça, c'était un projet auquel je pensais depuis longtemps, mais non, ça va être des petites choses. Là, je n'ai pas d'exemple comme ça. On en discutait tout à l'heure. C'est en fait un questionnement aussi qu'on remet sur la table quasiment à chaque fois. Tout à l'heure, on discutait. Notre labellisation nous a entraîné à faire un bilan carbone. Et dans le cadre de ce bilan carbone, on en discutait tout à l'heure, en fait, on a été amené à calculer le nombre de kilomètres et les kilos de marchandises que faisaient les marchandises qu'on distribuait aux opticiens. Et Mathilde me disait, chez moi, je limite mon nombre de commandes pour limiter le nombre de livraisons, pour qu'au final, voilà, il y ait finalement très peu de consommation de gasoil par les livreurs. Et c'est vrai que ça, nous, on le voit dans notre bilan carbone, parce qu'il y a beaucoup de livraisons, et c'est vrai que c'est une remarque qui est tout à fait pertinente. Ça permet aussi d'aller plus loin, en fait, de se certifier, parce que pour nous, ça nous oblige à faire un bilan carbone, et discuter aussi avec des opticiens et des opticiennes qui sont engagés, ça nous permet aussi de nous évoluer dans notre démarche. Je voudrais rajouter un truc qui est hyper important, en tout cas pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on parle en tant que dirigeant d'entreprise, mais là, je vais parler des collaborateurs. Et eux aussi sont très engagés. Et je pense que ce n'est pas nous qui sommes importants dans l'histoire. C'est notre entreprise qui est sur un chemin avec l'ensemble des collaborateurs. C'est eux qui fabriquent l'entreprise. C'est eux qui fabriquent la RSE de notre entreprise. Et aujourd'hui, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Répondre à « j'ai envie de donner du temps » pour des gens qui ne peuvent pas aller voir un médecin et qui n'ont pas la possibilité d'avoir des lunettes. Donner du temps pour travailler dans une commission sur l'écologie. Mais en fait, c'est répondre aussi à ce besoin de ces jeunes aujourd'hui dont la société avance. Ce n'est pas que notre besoin à nous, dirigeants, et de faire semblant de mettre c'est bon sur ma boîte, c'est bon, je suis entrepreneur en commission et tout va bien. Et puis, si je peux me permettre, parce que je crois qu'on clôture ce et c'est la première fois que je viens, et je remercie Carole, je ne sais pas si elle est là, mais je regrette un truc dans l'environnement. Depuis ce matin, je suis à 9h avec vous tous, et en fait, on n'utilise que des mots négatifs dans l'environnement. En fait, il y a notamment la consultante de tout à l'heure qui est là, c'est parti, c'est
réduire son impact, et on ne parle que du mot C'est négatif. très positif, ça apporte beaucoup de absolument pas négatif. satisfaction, Moi, je réduire n'ai son pas envie de impact. Mais bien non, sûr que alors, si. attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Moi, je veux avoir un impact positif. C'est pas réduire mon impact. C'est réduire votre impact non, négatif non, pour avoir c'est- un impact oui, positif. oui, mais utilisant des mots positifs pour parler de l'environnement, parler des choses, parce qu'en fait, dire je dois réduire mon impact, c'est que, en fait, moi, je rentre dans une démarche intellectuelle négative. Non, moi, je veux être positif. Je dois augmenter mon impact. Et c'est quoi ? Je dois réduire des choses, je dois faire des choses, bien sûr, mais utilisons des mots, et je pense qu'on sera nettement mieux, parce que à utiliser des mots négatifs, parce qu'en fait, c'est l'injonction, et pour moi, je repars, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, c'est dur. Voilà. Non, soyons positifs tous ensemble sur tous ces sujets, et on y arrivera tous ensemble, parce qu'on a 25 ans, comme le dit le monsieur. Voilà. C'est parce que je voulais aborder un sujet qui n'est pas forcément peut-être très positif, c'est le coût de tout ça. Je suis désolée, peut-être que vous avez plein de bonnes nouvelles à Le m'annoncer. coût, moi en tout cas, entreprise à mission, tous les 2 ans je suis audité, ça coûte 1 500 € l'audit par un expert comptable. Voilà. Qui vient auditer, c'est pas notre expert comptable, c'est des experts comptables qui ont pris ce sujet-là et ça nous coûte 1 500 € tous les 2 ans. Mathilde Grelzamer, ça Dans coûte une des combien conférences de ce matin, on en parlait, il y a des aides aussi qui existent. Ce matin, malheureusement, j'ai appris grâce à eux que le chèque efficacité énergétique dont le magasin a pu bénéficier pour le changement du bac à circuit fermé n'existe plus. Mais par contre, ils ont mentionné d'autres aides et il faut se renseigner en fait là-dessus parce qu'on n'est pas seul là-dedans et il ne faut pas que le budget... Après, tout dépend des sommes, mais il ne faut pas que ça reste un frein. Et par contre, on peut être aidé. Je voyais à nouveau, pour parler du recyclage, par exemple, des lentilles, il y a des sociétés comme TerraCycle qui peuvent être subventionnées par des gros groupes. Par exemple, Bausch & Lomb le fait aux États-Unis. Malheureusement, ça ne se fait pas encore en France. Mais Bausch & Lomb va missionner TerraCycle pour apporter dans des magasins d'optique des bacs de recyclage. Voilà. Et tout ça, il faut faire remonter l'info. Bausch & Lomb en France pour dire faites pareil. Pourquoi ce serait à nous, petites sociétés, de subventionner, même si c'est une envie personnelle, mais je pense qu'autant faire bénéficier à tous les opticiens de France, et pourquoi pas que des gros groupes le financent et mettent ça en place. Et donc il faut faire remonter des infos, en fait. Tout simplement, on n'est que des tout petits pions, et pour essayer de faire avancer les choses, faire remonter les plus grands groupes. Et est-ce que c'est, alors facile, je ne pense pas, possible, j'en suis sûre, mais de valoriser économiquement son engagement environnemental ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou justement on est un peu gêné de le faire ? Parce qu'on parlait des coûts, je crois qu'en plus vous, typiquement, il y a des goodies que vous ne proposez pas. Ouais. Comme Atoll, il n'y a pas de tote bag. Mais, Oui, pardon, Monsieur Plat. Au contraire, nous, on demande à nos clients de nous ramener leur tote bag parce que je pense qu'on a tous un placard à tote bag. Et, je les compte plus, les miens. Voilà. Et on nous les ramène, on les lave et on les réemploie, en fait. On n'a pas envie de rapporter encore un goodies qui existe déjà sur le marché. J'aimerais bien que tout le monde se balade avec le nom de mon magasin et tout. Mais tant qu'à faire, autant utiliser les matières qui existent et réutiliser, ou des goodies que vont donner les verriers, par exemple les chiffonnettes. Enfin, il y a bon nombre d'opticiens qui ne les utilisent pas, qui ont leur propre chiffonnette. Donc, il faudrait demander si vous les voulez, si vous ne voulez pas. Il n'y a pas de souci. Il y a des opticiens qui peuvent faire avec que les chiffonnettes des verriers. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en fait, il ne faudrait pas que ce soit envoyé systématiquement. Parce que nous, par exemple, ça finit à la poubelle. Mais donc, alors, parce que je vais reformuler ma question, parce que vous parliez des coûts, notamment le bac qui avait un certain coût, mais finalement, quelque part, il y a une économie derrière. Est-ce que vous avez pu voir les effets positifs, justement, ou c'est encore un peu trop tôt ? Alors, on peut le voir, mais déjà, il faut savoir qu'un montage, c'est 25 litres d'eau par montage, alors qu'un bac en circuit fermé, c'est 27 litres d'eau à l'année. Donc, le calcul, en fait, il est vite fait. Il y a une vraie économie énergétique là-dessus au niveau de la consommation d'eau. Après... On est tous basculés en LED, éclairage LED, et les consommations deviennent quasiment nulles. Donc aujourd'hui, on est passé de consommation halogène très élevée à quelque chose de presque nul. Donc, vous voyez qu'il y a du positif. Ah oui, oui c'est ce que je dis, du positif. Paul Demoulin, comment on peut communiquer justement ses convictions en tant qu'opticien ? On parlait tout à l'heure journaliste, militant, et donc voilà. Ses convictions, est-ce que je ne sais pas si c'est du militantisme, mais c'est-à-dire je communique. Ouais, alors moi je vais parler un peu de ma société. On est une centrale d'achat hybride. On a un service marketing et communication qui permet à nos opticiens adhérents de communiquer beaucoup plus facilement leurs convictions.
tous nos objets finalement, que ce soit nos objets marketing aussi, il y a eu un gros effort qui a été fait là-dessus, mais nos communications papier maintenant sont faites sur du PEFC, sur le papier issu de forêts qui sont gérées durablement. Donc voilà, tous les types de communication sont bonnes à prendre, que ce soit du papier, du SMS, une présence ici sur ce genre de congrès. La communication avec les fournisseurs aussi est importante. Tous les fournisseurs ne sont pas forcément engagés. Nous, on a fait le point, on a 75% de fournisseurs qui sont soit engagés RSE, soit sont ISO 14000, soit sont certifiés ISCC. Voilà, mais pas tous ne le sont. Donc c'est vrai que nous, la pression que peuvent faire les centrales d'achat, les opticiens envers les fournisseurs, elle est aussi intéressante à prendre. Cette communication-là, elle n'est pas à négliger parce qu'elle va être source de progrès assez important. Jean-François Porte, je crois que vous communiquez pas mal sur les réseaux sociaux et vous êtes d'ailleurs déjà un peu brûlé les ailes. Vous avez été confronté aux haters. Alors je ne pensais même pas que c'était possible dans votre secteur. Bah oui, et puis j'ai appris un nouveau mot, greenwashing, c'est ça? C'est bien retenu. Non, mais tout à l'heure, il y a une dame qui était assise, ma consoeur qui était assise là, disait, elle gérait aussi ses réseaux sociaux, et aujourd'hui, on est confronté à des gens cachés derrière des pseudos, etc., et on se fait vite bâcher, quoi. Et vous bâchez sur quoi? C'est facile de dire j'ai du papier recyclé, ouais, bah, c'est ça, vous êtes opticien. Oui, donc sur la question de greenwashing, justement. Voilà, ouais. ce soir. Et donc, en fait, c'est là où c'est assez dangereux, et on s'est fait avoir plusieurs fois, et j'évite de communiquer. Je pratique le greenwashing aujourd'hui. Je cache ce qu'on fait parce que je ne veux pas le faire pour les autres. Ce n'est pas une question de business, c'est une question d'interne et c'est compliqué. Et j'ose pas trop le montrer. Parce qu'on va se faire tacler par quelqu'un qui, oui, mais bon, vous les opticiens, et puis je vais arrêter là la suite de la phrase, quoi. Vous le ressentez aussi, ça? Alors non, mais peut-être qu'aussi j'ai un peu moins de followers que... non, par chance, non. Mais par contre, oui, on peut avoir des clients qui vont être assez virulents sur le sujet et qui vont trouver qu'on ne fait pas assez. Et donc, pourquoi en parler? Enfin, voilà, on a pu avoir des cas en magasin, oui, par contre. Mais bon, après, on leur dit, bon, bah, après, vous adhérez ou vous adhérez pas. Après, c'est pas... Donc, Il paraît que l'on parle de nous en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de nous, non? Oui, et puis bon, C'est qu'on parle d'environnement, que ça soit, j'ai presque envie de dire, en bien ou en mal, il faut qu'on en parle et il faut que ça soit une préoccupation quasiment quotidienne de chacun. Et c'est en ça qu'on va réussir à avancer de plus en plus rapidement. Oui. Aujourd'hui, ce sont quoi vos ambitions, justement, sur ces questions environnementales? Moi, j'ai envie de dire trouver peut-être de plus en plus de fournisseurs qui s'engagent dans l'environnement. Alors tout à l'heure, on avait une belle paire de lunettes connectées, mais bon, c'est une paire de lunettes qui va finir par devenir un déchet électronique. Je loue cette innovation, mais bon, est-ce que c'est ça l'avenir d'un marché de l'optique éco-responsable? J'en suis pas tout à fait sûr. Ça fait partie d'une partie de la solution, mais peut-être pas entièrement, non. L'avenir, ça sera aussi, je pense qu'à nous écouter tous depuis ce matin, c'est de travailler ensemble. En fait, le maître mot de ce congrès, c'est pas l'environnement, c'est comment une filière va pouvoir travailler. Tout à l'heure, au café, je discutais avec Yann de Naoned, etc. On a tous des choses à faire et tous s'apporter surtout. C'est au lieu de se regarder en chien de fusil, c'est plus se dire tiens, tu fais ça, moi je fais ça, toi tu fais ça. Mais toutes ces énergies sont communes pour qu'on avance dans le même chemin, sur le même chemin. Une société meilleure, etc. Il ne faut pas que ça reste des vœux pieux, parce que d'après ce que j'ai entendu, on a 25 ans, ça je ne savais pas. Donc dans 25 ans, il faut qu'on ait réussi plein de trucs. Et il faut y aller surtout ensemble, et pas diviser, quoi. Et comment justement on fait pour y aller ensemble? Parce que c'est pas simple. Il y a plein d'endroits. Il y a ce congrès que Carole a lancé. Il y a d'autres acteurs dans la filière qui aussi s'emparent de plein de sujets. On avance, on travaille tous ensemble, et il y a des choses qui arrivent. On peut aussi, on parlait tout à l'heure des collaborateurs en se disant que c'était quand même... il y a l'écologie, mais il y a le social, le sociétal. Et pourquoi pas aussi pour entraîner un peu les futures générations à aller là-dedans, pourquoi pas pour les salariés qui veulent voyager en train, ça commence à émerger, cette solution-là, donner un jour de congé pour tout déplacement de plus de 5 heures en train pour partir en voyage. Vous seriez prêt à le faire, ça? Ah, moi, oui. Alors, ça, j'en doutais pas beaucoup.
congé pour un Ah voyage oui, en train de pourquoi plus de pas, 5 moi heures. je suis pour aussi, oui, tout à fait. Mathilde, quand on a fait un point justement pour cette conférence, vous m'avez partagé un rêve, c'est de créer des magasins engagés. Alors, est-ce que vous pourriez partager ce rêve avec nous? C'est des magasins engagés, ça ressemble. Allez, on est en 2050 dans un magasin Au final, engagé. c'est À ce quoi que- ça ressemble? C'est ce que Carole crée avec son label Optic for Good. Hein. J'invente pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça serait? Ce serait que toutes les grosses villes, les camions s'arrêtent aux infrastructures des grosses villes en périphérie et que ce soit que des livraisons à vélo dans les villes. Mais c'est utopique, hein, mais voilà, il faut. Et peut-être qu'en ayant cette pensée-là, on va faire émerger des choses chez les fournisseurs. J'en sais rien, mais voilà, ce serait un peu. Et que tout le magasin soit éco, mais je ne sais plus si on a le droit de le dire, éco-conçu, on ne sait plus ce qu'on peut dire. On va faire la liste des mots que l'on n'a plus le droit d'utiliser. Et puis, vu que c'est la dernière conférence, vous aussi, vous allez nous partager votre rêve pour l'avenir dans votre métier en 2050. On y est. À quoi ça Le ressemble? rêve de Votre rêve dans vos magasins, l'impact social, environnemental, à quoi ça ressemble? d'être des vrais dirigeants d'entreprises engagés vers notre société, avec des collaborateurs qui ont envie aussi et que nous, on sache répondre à leurs demandes et à leurs attentes. Pour moi, c'est primordial, c'est qu'il faut savoir leur répondre et les accompagner. Et puis c'est peut-être pas les 10 prochaines années, mais les 25 prochaines années et qu'on réussisse tous ensemble. Oui, le collectif. Et vous, alors? Qu'on n'ait plus à parler finalement d'écologie ou Qu'il n'y ait plus de d'environnement. cold. Mince, désolé, Carole. Parce que voilà, on est dans un moment de transition et c'est pour ça qu'on se voit tous. Mais j'espère que dans 25 ans, on ne sera pas là en train encore d'évangéliser et d'acculturer des gens sur des positions qui peuvent pour certains paraître assez ésotériques. Voilà. J'espère que ça viendra assez rapidement maintenant dans les us et coutumes de la société. Oui. C'est des choses que vous avez l'impression de faire régulièrement, de devoir convaincre votre entourage, à la fois professionnel et personnel aussi, de dire mais si, ça vaut le coup de le faire. Au niveau professionnel, non, parce que chez nous, ils sont relativement convaincus. Mais on peut être amené à rencontrer dans notre sphère privée, en effet, des gens qui sont peu ou pas concernés par le sujet. Oui. Et donc, bon, c'est sûr que... Et puis, on a tous une vision qui peut être un peu différente de l'environnement, de l'écologie, de l'économie aussi, parce que c'est un sujet très vaste, finalement, l'environnement dans une société. La sphère personnelle, c'est comme la sphère professionnelle. Oui, il y aura toujours des personnes qui diront « Ah ouais, t'es écolo ». Alors qu'il ne faut plus le dire, ce mot. mot. Faut plus le dire. Ça créera toujours des sujets, des matières à discuter, mais c'est très bien comme ça aussi. Ça fait avancer le débat et c'est ce qu'on a fait là, avancer le débat. Eh bien, très bien. Je vais proposer de laisser un micro circuler parmi le public. C'est votre dernière chance pour poser des questions. Et il y en a une juste ici. C'est parfait. Et il y a une autre. Parfait. Monsieur, juste là. Félicitations déjà pour votre engagement avec Optic for Good et félicitations pour votre fidélité à ce label. Alors, moi, vous ne vous êtes pas présenté, peut-être. C'est important que tout le monde sache qui pose la question. Alors, ceux qui étaient là ce matin m'ont vu, j'étais à votre place. Jean-Philippe Thierry, opticien Vert de Vue. Voilà. Et impliqué dans Recycle. Et pas seulement, voilà. C'est surtout ça qui est important. Et j'avais une question. Alors, concernant, suite à votre implication, votre engagement, est-ce que vous avez constaté un trafic accru ou pas dans votre magasin? Et si oui, comment vous le mesurez? En rapport à l'écologie, j'ai envie de dire non. Mais par contre, nos clients sont quand même plus ouverts et demandeurs sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pousser la porte en se disant waouh, c'est des opticiens qui font un petit peu attention et qui sont un petit peu tournés sur tout ce qui est question écologique. Non, ils ne poussent pas la porte de cette façon-là. Mais par contre, quand nous, on va les amener sur le sujet, qu'on va parler de nos fournisseurs, qu'on essaye de savoir tous les fournisseurs comment chacun fonctionne, où est-ce que c'est fabriqué, même si c'est en Chine, c'est pas grave, on le dit, c'est pas un gros mot. Il faut juste être honnête et être transparent. Donc clairement, on va pas mesurer notre impact jusque-là, c'est-à-dire que les gens poussent pas encore la porte pour venir nous voir nous et pas quelqu'un d'autre. Mais sur nos clients qui nous sont fidèles, ils le savent
Et voilà, c'est comme ça qu'on peut le mesurer. Et par contre, à force, ils sont demandeurs. Et vous avez mesuré justement la part de ces clients qui se renseignent autant sur leur monture, qui posent des questions, qui creusent. Vous en avez beaucoup ? Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est nous qui les amenons à ça. Comme je disais, c'est pas le client qui nous dit c'est fabriqué où. Non, déjà c'est marqué en gros. Oui, donc ça les interpelle et derrière la discussion et puis même se crée. nous, toutes les histoires, on parlait de storytelling, je sais plus, toutes nos marques, on connaît les histoires de tous les fabricants. Bah voilà, il y avait, je sais pas s'il est encore là, mais il y avait Mathieu Lafont, il y avait la fille de celui qui a créé Minima. On les connaît tous, on a visité les usines, pas que, hein, mais je les cite parce qu'ils étaient là. Et donc tout ça, on le rapporte aux clients. Et c'est un gros plus, que ce soit pour nous, en tant qu'opticiens, de visiter les usines, de savoir comment c'est fait. Et puis pour les clients, de se dire, ah ok, bon, bah, peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent, ils y sont allés. Voilà. Et donc c'est ça qui est super intéressant. Mais non, malheureusement, j'aimerais bien avoir plus de clients qui poussent la porte juste pour notre engagement. J'avais une question à Paul Demoulin et une précision. Écologie, étymologiquement, c'est connaissance de la maison et économie, c'est gestion de la maison. Et on apporte une bonne réponse à une question qu'on a bien posée. Donc ce n'est pas un gros mot, écologie. C'est un joli mot. Et Paul, je voulais savoir comment on fait, parce que moi je suis impressionné par tout ce que vous faites, et comment on arrive à le partager avec des opticiens indépendants. Quand on parle de collectif, de ensemble, vous êtes un collectif qui regroupe des opticiens indépendants, et comment on arrive à faire collectif quand on est indépendant ? C'est forcément compliqué, mais on communique. On communique le plus que l'on peut. On essaye de démontrer le plus possible. Au Silmo, on avait une paire de lunettes Riley Stone, qui est notre marque, qui est faite en green film. Voilà, on essaye de les rencontrer, de les persuader. C'est de la communication avant tout, que ce soit de la communication écrite ou la communication orale en direct avec eux. Voilà, on a aussi des commerciaux qui sont sur le terrain et qui en discutent avec eux. Ouais. Nos collègues nous poussent vachement. En fait, après, quand on se retrouve sur des réunions, si on est poussé en dessous, forcément, nous-mêmes, on s'upgrade et puis on va chercher l'info et on y va. Parce qu'on est poussé par nos collaborateurs après, en amont, je pense, aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste à côté, c'est parfait. Justement, là, on parlait du fait que vous labellisiez, on va dire, les lieux de fabrication des différentes montures. Comment on pourrait imaginer mieux former aujourd'hui les différents opticiens aux matériaux qui sont utilisés dans les différentes lunettes, parce que depuis ce matin, on a beaucoup entendu parler d'acétate, on a entendu parler d'huile de ricin, avec beaucoup de choses qui y sont associées, parfois pas toujours vraies. Quel devrait être le rôle du fabricant de matériaux là-dedans, sur son lien avec les opticiens en termes de formation sur les matériaux, comment ils sont fabriqués et d'où ils viennent ? En fait, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Sandra, je crois qu'elle est partie. Mais en tout cas, le syndicat Léo, qui est le syndicat des fabricants français, je suis désolé, mais vous êtes à contre-jour. Et je n'ai pas mes transitions. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le syndicat invite aujourd'hui, on en est à la deuxième ou troisième, je ne sais plus, deuxième ou troisième. Le problème, c'est que nous aussi, opticiens, il faut qu'on s'engage à envoyer nos collaborateurs, aller visiter l'usine, c'est très important. Et il va y avoir d'autres actions. C'est des choses que vous faites déjà ? On essaye. Et puis le syndicat des fabricants français fait ça, ouvre ses portes pendant 2 jours. Mais l'année dernière, je crois que c'était 600 visites en France. Mais c'est nouveau. Et en fait, on est une filière, on ne s'en est pas occupé de tout ça. Et dans les écoles aussi. Et les écoles doivent envoyer aujourd'hui les étudiants, en quart visiter à la fois le Jura, à la fois à côté, Sandra, elle est installée à 30 minutes d'ici. Il y en a partout des fabrications de lunettes. Et c'est comme ça qu'on va les soutenir aussi. Parce qu'en connaissant, on vend mieux. Tout à l'heure, on utilisait un terme qui m'est cher, c'est le storytelling. Et comment on peut parler de matériaux si on n'a jamais visité une usine de fabrication de lunettes. Donc ça, c'est important. Et d'aller visiter celles qui font du biosourcé ou je sais pas. Du coup, je sais même plus ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas, moi. Donc, mais bon, en tout cas, des gens qui essayent de faire des choses, au moins de comprendre, quoi, la compréhension.
Ça, vous le faites, vous essayez de le faire régulièrement, justement, d'aller visiter les usines, de comprendre aussi cette fameuse matière qui est utilisée dans vos montures? Le plus souvent possible. On a déjà fait pas mal d'usines et si je pouvais, on en ferait encore plus. Mais non, on en parlait pour le Manufacture Tour et en fait, il ne faut pas attendre limite les 2 jours octroyés dans l'année pour aller visiter ces usines. Sandra Timon, justement, Minima, elle invite tout le monde, tout le temps, n'importe quel jour de l'année, à aller les voir. On en parlait. J'ai interpellé tout à l'heure Yann de Naoned. Il disait mais vous n'êtes pas obligé de venir pendant le Manufacture Tour si la date vous correspond pas. Enfin voilà, il faut juste nous prévenir 3 jours avant et vous venez quand vous voulez en fait. Et ça, ils sont nombreux à réagir comme ça, ouais. vous dire mais venez, oui. aucun problème. Ah oui, surtout qu'il y en a plus tant que ça au final en France, donc ils sont tous ouverts à ouvrir leurs portes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une juste devant. C'est bien, c'est toutes les personnes qui sont déjà intervenues sur scène. Vous aviez encore des choses à dire? Non, j'avais une question sur est-ce qu'il y a des entreprises du secteur de l'optique en France ou à l'étranger ou d'autres secteurs qui vous inspirent, ou en tout cas qui vous servent de modèle sur les choix qui sont faits, sur la manière d'avancer. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'étrangers, de ce qui se faisait ailleurs. Ou est-ce qu'il faut tout créer vous-même? Alors attendez un micro, sinon ce n'est pas dans la... Historiquement, en France, on a un vrai savoir-faire dans la fabrication de lunettes. Donc normalement, on devrait être encore les meilleurs dans le monde. On ne l'est pas, mais on devrait les soutenir justement. Et ils ont plein d'idées. Donc je ne sais pas, moi j'ai personne dans le monde qui m'inspire, mais déjà, eux ils sont inspirants. Hein. Déjà en France, on a des gens inspirants qui se posent des bonnes questions et qui avancent. Donc je trouve que c'est chouette. Et déjà, concentrons-nous sur la France et aidons notre fabrication française. Je trouve que c'est très bien, quoi. Italie, Allemagne, il y en a qui vous inspirent ou même plus loin, je ne sais pas. Non ? Non, on est trop bon en France. D'accord. Très bien. Vous avez le droit encore à une question. Il y en a une. C'est le moment. Là, non, c'était interpeller le camarade derrière, c'était pas pour, pour lever la main. Bon, très bien. Et merci beaucoup à tous les trois. Mathilde Grelzamer, opticienne engagée, propriétaire du magasin Bellevue à Meudon. Jean-François Porte, cofondateur d'Edgar Opticien. Et Paul Demoulin, directeur financier du groupe Hall. Merci beaucoup. Et merci à tous.